L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Figure au rôle de cet après-midi une affaire suivie contre M. Arthur Azad, oui, Monsieur le Président, du chef de fraude fiscale. Le prévenu n'est pas présent. Il a adressé au tribunal une lettre demandant à être jugé en son absence et donnant pouvoir à maître Camille Aïri, son avocat, de le représenter conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale. Je rappelle la prévention. La prévention, vous savez, c'est la qualification pénale donnée aux faits, dans le cercle de laquelle le débat doit se dérouler. Il est reproché à M. Azad de s'être à Paris, courant 2015, 2016 et 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total ou partiel des impôts visés dans le Code général des impôts, l'impôt sur le revenu des personnes physiques en l'espèce. D'abord en omettant volontairement de faire ces déclarations dans les délais prescrits, ensuite en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en mettant obstacle au recouvrement de celui-ci. Ce sont des faits prévus et punis par l'article 1741 du Code général des impôts. Je rappelle que ce texte prévoit pour ce délit des peines de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende, indépendamment des sanctions fiscales applicables. Des peines complémentaires sont également prévues, la privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi que l'affichage et la diffusion de la décision. Et puis, Madame le procureur, vous avez bien voulu nous faire savoir qu'un autre dossier qui sera joint au précédent s'ajoutait à celui-ci, concernant une autre poursuite qui est, elle, fondée sur le Code de la sécurité sociale. Il s'agit du délit de non-affiliation à un régime de sécurité sociale. C'est un fait, une infraction qui est prévue par l'article L114-18 du Code de la sécurité sociale. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de 2 ans, d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. On incrimine également dans ce texte, au 2e alinéa, toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale. On comprend à la lecture de ce dossier, qui a donné lieu à une enquête préliminaire, que M. Azad n'est pas un contribuable aux fins de mois difficiles, on peut le dire comme cela, implorant la clémence de son percepteur. Ni l'un d'ailleurs de ses citoyens atteints, quant à eux, d'une phobie administrative, est tétanisé à l'idée d'aligner 3 chiffres sur un formulaire CERFA. Non, notre prévenu se déclare milliardaire, ce qui est rare chez les prévenus, et, je le cite, libertarien. Il a déclaré lors de cette enquête préliminaire vouloir, je le cite toujours, rompre les amarres avec l'État. Et il justifie ainsi son refus de déclarer et de payer ses impôts. Mais M. Azad indique dans le même temps, s'il est encore possible d'employer cette expression, qu'il entend, je le cite, être généreux en pratiquant du mécénat privé, et je le cite toujours, comme un nouveau Bill Gates français. Et à ses yeux, il est donc irréprochable et reste, je le cite toujours, solidaire de ses compatriotes. Il entend en outre se retirer des listes électorales et, on vient de le voir à l'occasion de cette 2e poursuite connexe, faire supprimer son numéro de sécurité sociale, ce qui constitue également un délit. Alors voilà, liberté, libéral, libertaire, libertarien, le tribunal aimerait bien s'y retrouver. Et nous ne doutons pas que pour ce faire, les débats nous seront particulièrement précieux. Sans perdre de temps,
Je donne la parole à la partie civile, maître Pierre-Yves Gauthier, qui intervient pour Monsieur Popérus, je crois. Monsieur Popérus, un pauvre, comme son nom pourrait peut-être l'indiquer. À cette occasion, d'ailleurs, le tribunal se réjouit, cher maître, que vous ayez trouvé un pauvre dans votre clientèle. Vous avez la parole, maître Gauthier. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, cela s'appelle le pro bono et les avocats ont toujours des pro bono. Je me présente effectivement pour François Popérus, qui est un sans domicile fixe, dont la résidence actuelle se trouve sur le port de l'Arsenal, tout près d'ici. François Popérus n'est pas un libertarien, il n'en a pas les moyens. Ce n'est pas un enfant de mai 68, c'est un enfant de la Révolution française. Et j'y reviendrai. M. Azad a décidé, pour des raisons de principe, pas nécessairement antipathiques, de refuser de déclarer son impôt, de le payer, de refuser de déclarer à l'URSSAF ses cotisations sociales, la fortune immobilière, etc. Peut-il le faire? En soi, s'il habitait sur une île déserte, s'il était un nouveau Robinson, mais qu'à cela ne tienne, il peut le faire. Pourquoi pas? Mais il est citoyen français, habitant en France et en Europe, et de ce fait tenu d'un certain nombre d'obligations à l'égard de l'État. Nous envisageons toujours de dire deux mots sur la recevabilité de la constitution de partie civile, même si nous sommes très contents que M. Azad ait décidé de ne pas soulever ce moyen. En effet, les infractions liées au droit public, fiscal, comme c'est le cas, social, comme c'est le cas, sont ce qu'on appelle les infractions d'intérêt général. C'est-à-dire que la victime, contrairement à des affaires touchant les personnes privées, qu'elles soient correctionnelles ou d'assises, la victime, ici, n'est pas une personne privée, elle est l'État. La question est donc de savoir si une personne privée peut se constituer partie civile à l'audience, car c'est ce que nous faisons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en application de l'article 418 du Code de procédure pénale, ou bien si son action civile n'est pas possible. Pendant très longtemps, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'action civile d'une personne privée était irrecevable, pour cette raison. Et puis, elle a évolué sous la pression de la doctrine. Je citerai par exemple le président Georges Dury, ancien président de la faculté d'Assas, dans une note d'arrêt, « Jamais la nature d'une infraction ne saurait être prise en considération pour écarter l'action civile. Peu importe la nature de l'infraction, dès lors, bien sûr, qu'une personne privée peut être victime. » Et effectivement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide désormais de façon très claire que la constitution de partie civile par une personne privée est parfaitement légitime. Cette même Chambre criminelle, il y a 90 ans, avait même jugé, en matière fiscale, à l'époque où elle était pourtant réticente à la recevabilité de la partie civile, que, en principe, l'action ne serait pas possible. En principe, évidemment, cela ouvrait la porte à la possibilité de se constituer. Évidemment, il suffit, dans ce cas, de remplir les conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que la victime doit justifier qu'elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Est-ce que François Popérus, mon client, souffre
de l'infraction qui est reprochée à M. Azad. Évidemment. Pourquoi? Parce que l'impôt, comme j'y reviendrai dans un instant, sert pour l'essentiel à une redistribution en aval par l'État et par tous les services publics qui dépendent de l'État, précisément aux plus démunis de la société. Si vous prenez le RSA, le revenu de solidarité active, comment est-il alimenté? Si vous prenez les assurances chômage gérées par l'UNEDIC, ainsi l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, là encore, l'argent ne tombe pas du ciel. Il tombe de la poche des contribuables, de tous les contribuables. Le président de la République, il y a quelques jours, vient d'annoncer, le gouvernement et le président ont annoncé un plan anti-pauvreté. Et il a évoqué un nouveau revenu, le revenu universel d'activité. Eh bien, qui va l'alimenter, le revenu universel d'activité? Nos impôts. Par conséquent, la suppression de la part de revenus tirés de la fortune considérable de M. Azad préjudicie directement et immédiatement à mon client. Ces points de recevabilité évoqués restent évidemment la question du bien fondé. 2 infractions, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sont reprochées aux prévenus, fraude fiscale et soustraction à l'affiliation pour la sécurité sociale. Les peines sont différentes, mais le procureur de la République l'évoquera tout à l'heure. Les questions de droit sont identiques. Nous sommes en présence d'une infraction correctionnelle. L'élément matériel est réalisé. Le prévenu a refusé. C'est clair. L'élément légal, ce sont les textes de la prévention. L'élément moral. Il y a toute une tradition. M. Azad n'est pas le premier libertarien en matière fiscale. Il y en a d'autres. C'est venu jusqu'à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et c'est la théorie du mobile idéologique, du motif idéologique. J'ai conscience de commettre une infraction, certes, mais mon motif, ma volonté n'est pas de violer la loi, elle est d'être en accord avec mes idées. Ça n'est pas complètement sot, mais c'est contraire au principe de l'égalité. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 1983 qui concernait un professeur de droit qui avait fait la même chose que M. Azad. Voilà ce qu'elle lui répond. Il n'appartient pas au juge de se déterminer par des considérations étrangères au principe de l'égalité des délits et des peines. Par conséquent, le mobile idéologique est indifférent devant le juge correctionnel. Maintenant, au-delà de la technique, il faut quand même donner les fondements de l'impôt. Pourquoi sommes-nous les uns et les autres, grands et petits, puissants et pauvres, soumis au principe de l'impôt? Au départ, à la toute origine, dans l'Antiquité, c'est dans Tite-Live. L'impôt est fait pour éviter que l'État réquisitionne, qu'il pille. Il a une fonction de paix sociale, avant même de redistribution des richesses. Et puis, peu à peu, s'est dégagée l'idée de la redistribution des richesses, mais aussi du fait que, avec nos impôts, l'État nous rend un certain nombre de services sur notre sécurité, sur notre santé, sur notre vie quotidienne, sur l'avenir de nos familles et de nos enfants. Bossuet le relevait très clairement. Et oui, on peut faire un peu de théologie dans la vie laïque. Il faisait un raisonnement a fortiori. Si on doit exposer sa vie pour la patrie, à plus forte raison doit-on donner une partie de son bien pour soutenir les charges publiques. Et puis un peu après,
Montesquieu, je ne vais pas assommer le tribunal sous les citations, mais c'est tellement riche, le fondement philosophique de l'impôt. Montesquieu soulignait dans le livre 13 de l'Esprit des lois, « Les revenus de l'État sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté et pour en jouir agréablement. » La notion de redistribution de la richesse, mais aussi du service que l'État rend en contrepartie à chacun d'entre nous, on la trouve encore dans la parole d'un grand professeur de sciences financières à Sciences Po au XIXe siècle qui s'appelait Leroy-Beaulieu. L'impôt, c'est le prix des services que rend l'État, c'est la juste part de chacun dans les dettes de la société. Sachant que, dans notre système français, l'impôt est progressif, c'est le principe de l'équivalence des sacrifices, théorisé par Jean-Baptiste Say, celui qui gagne le plus paye le plus. Par conséquent, les gens très riches, les milliardaires, vous l'avez relevé, Monsieur le Président, doivent payer plus que les autres. Et ils n'ont pas à décider isolément, alors qu'ils sont dans une société civile, ils n'ont pas à décider qu'ils vont créer une fondation, s'occuper eux-mêmes de leur mécénat, etc. L'impôt est une conquête de la Révolution française. Alors, il existait, avant la Révolution d'ailleurs, elle a été fondée pour une partie, contre la taille, la gabelle, tous ces impôts injustes. Mais elle a fondé l'impôt dont les citoyens sont tenus. Et de ce point de vue, nous avons dans la Déclaration des droits de l'homme deux textes que je voudrais citer rapidement. Le premier texte semble aller dans le sens du prévenu. C'est l'article 14 de la Déclaration, qui est donc de droit positif encore pour nous, via la Constitution. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est le principe du consentement à l'impôt. Alors, est-ce que ça va dans le sens du prévenu ? Plusieurs réponses. Premièrement, ce consentement à l'impôt, il est donné deux fois par chacun d'entre nous. Il est donné par les élections de nos représentants, de ceux que nous envoyons au Parlement, du président de la République qui nomme le gouvernement. Et l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles en matière d'impôt. Et puis le deuxième consentement, c'est précisément l'activité normative de la part de nos représentants qui décident, et ils l'ont encore fait, même si tout le monde n'était pas réjoui par cela, il y a peu de temps, avec le prélèvement universel qui va bientôt arriver, hélas. Ensuite, l'article 13. C'est curieux parce que l'article 13 est avant l'article 14. Logiquement, il devrait être après. Pour l'entretien de la force publique, pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce texte est extrêmement clair. Par sa normativité, nous devons participer aux dépenses de l'État. Et deuxièmement, elle doit être répartie entre nous en raison de nos ressources. Par conséquent, il n'y a aucune difficulté pour ce texte du Code général des impôts de constitutionnalité ou de conventionnalité, puisque c'est la Constitution, via la Déclaration et l'article 44, qui permet à l'État de poursuivre le recouvrement de l'impôt. Tous les grands philosophes, tous les grands économiques, j'en avais beaucoup, mais le temps presse, Hobbes, Locke, Rousseau, j'ai cité aussi Montesquieu, tous nous préviennent que l'impôt, c'est le ciment de la solidarité sociale. C'est ce qui justifie que notre solidarité, ce ne soit pas que des mots.
et des effets d'annonce. Alors Bill Gates, Bezos, tous ces gens-là, très bien pour eux, mais nous sommes dans le système français. Voici ce que Locke relevait. C'est en fait l'individualisme. Locke écrivait « Chacun ne peut légitimement revendiquer ses droits qu'en respectant l'universalisme de la loi naturelle. » Et la loi naturelle, ici, même si elle nous est difficile, même si nous grognons, que nous ne trouvons pas cela juste, que nous voulons être comme Tolstoï, qui déjà, il y a longtemps, avait contesté l'État et l'impôt. Elle est sur nous. Et en contrepartie, nous en recevons un certain nombre d'avantages. On ne peut pas avoir tous les avantages et aucun inconvénient. Et l'impôt, c'est, dans la vie publique de chacun d'entre nous, une partie consubstantielle à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. Au fond, c'est cela que votre tribunal a jugé aujourd'hui, une leçon de solidarité en appliquant tout simplement le principe de l'égalité. La partie civile n'a pas qualité pour réclamer l'application des peines. C'est le rôle du procureur de la République. Pourtant, M. Popérus aurait bien aimé demander que, par exemple, le tribunal condamne le prévenu à une peine d'intérêt général, nettoyer le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel pendant 4 mois, ou bien être employé de sécurité au Stade de France dans les matchs importants pendant 6 mois. Mais c'est le rôle du procureur de la République. Par conséquent, la partie civile se contentera, ne demande pas de dommages-intérêts, et pourtant, Popérus a besoin d'argent, mais il ne veut pas directement l'argent d'Azad. Il attend, en toute légalité, la redistribution par l'État et le respect de sa dignité, parce qu'il y a aussi l'affaire de dignité et de rapport entre citoyens ici. De sorte que ce sont des mesures de réparation en nature qui sont demandées, de publication. Tout d'abord, 2 pleines pages dans le journal Le Monde pour 250 000 €. Et puis, surtout, l'affichage du jugement de condamnation dans toutes les rames de toutes les lignes du métro parisien pendant une semaine aux frais du condamné à hauteur de 300 000 €. J'en arrive à ma conclusion. Je la trouve dans un des commentaires du professeur Larguier, qui est grand professeur de Grenoble, qui avait commenté les arrêts de la Chambre criminelle, notamment sur le mobile idéologique, ceux qui refusent de se soumettre aux règles étatiques. Voilà ce qu'il écrivait en vers. De la poésie chez les professeurs de droit aussi. Nous ne sommes pas dans un monde de Tartuffe où nous serions adroits à rectifier le mal de l'action par la pureté de notre intention. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie, Maître. Je précise bien sûr que la publication, l'affichage que vous demandez à titre de réparation civile sont également des peines complémentaires. Elles peuvent être demandées ou ordonnées sur 2 fondements différents, finalement. Merci, Maître. La parole est maintenant au ministère public. Maître Lorénic, vous avez la parole donc, pour le parquet, en votre qualité de représentante du procureur de la République. Les procureurs représentent la société. La société, ça n'existe pas, disait Margaret Thatcher. La société serait donc comme une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est au nom de la société que les procureurs requièrent. Les procureurs ont requis des peines d'emprisonnement contre les femmes qui avortaient jusque dans les années 1970,
Aujourd'hui, les procureurs requièrent contre ceux qui tentent d'empêcher ces femmes d'avorter. Nous avons nos propres convictions sur les sujets, mais nous appliquons une politique pénale. J'ai ma propre idée sur le positionnement de M. Azad, qui veut se retirer de notre société, mais j'applique l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la loi. Et si cela me donne un cadre, cela ne fait pas de moi un procureur enfermé, ni un procureur qui enferme. Bien au contraire, cela fait de moi quelqu'un de libre parmi les volontés libres. Seulement, ma liberté admet des restrictions, des concessions. Elle n'est pas parfaite. C'est une liberté qui se préoccupe du collectif, une liberté de copropriétaire ou de colocataire. Ma liberté s'inquiète, peut-être comme la vôtre, peut-être comme celle de M. Azad. Elle s'inquiète d'être suivie par un pass Navigo, par un ticket de parking, par recevoir des publicités sur Internet pour aller à un opéra après avoir pris des places pour aujourd'hui. Comme vous, je suis préoccupée par le constat que ma liberté laisse des traces. On ne voudrait laisser des traces que quand on meurt, pour les autres. Quand on vit, on se resserre devant ce qui angoisse. On agit ensemble. Mais lui, M. Azad, il disparaît. D'ailleurs, son banc vide l'atteste. Il est déjà parti. La société que je représente, la nôtre, fait des choix collectifs. Pas une étape sans que la société ne s'interroge sur comment gouverner une somme d'individus libres. Nous n'avons trouvé qu'une réponse. Ne concevoir la liberté d'un citoyen que si tous les citoyens sont libres avec lui. Or, l'acte que M. Azad commet est un acte au paroxysme de l'individualisme. Il refuse de s'affilier à un organisme de sécurité sociale là où la loi l'y oblige, en application de l'article L. 114-18 du Code de la sécurité sociale. Il choisit de ne pas déclarer ses impôts et de ne pas les payer, acte constitutif du délit de fraude fiscale. À l'expression de la volonté générale, il oppose l'expression de sa volonté à lui. Là où nous disons « nous », il dit « moi, moi, moi ». L'impôt, ce n'est pas le racket. L'impôt donne à l'État les moyens de réaliser sa politique, que cette politique plaise ou non. En 1789, la contribution, qui était peut-être un terme plus juste que l'impôt, plus adéquat, était destinée à couvrir les charges traditionnelles de l'État, la police, la justice, la guerre, la diplomatie. Il est des missions qui ne peuvent être soumises au domaine privé, ni à une personne, ni à une fondation. Par exemple, imagine-t-on le scandale si la garde rapprochée du président de la République n'était plus confiée à la police, mais à un simple quidam vaguement barbu. Le Conseil constitutionnel y veille encore aujourd'hui. Pas de justice privée, pas de loi du plus fort. Vous ne vous attaquez pas à l'article 12738-1-2, alinéa 4 d'un code parmi nos codes, non. Vous ne vous attaquez pas à ces articles dont nous ne connaissons pas même l'existence, bien que nul ne soit censé les ignorer, non. Vous ne vous attaquez pas à ces articles écrits si petits qu'il soit impossible de les déchiffrer. Non. Vous vous attaquez à nos textes fondamentaux, c'est-à-dire aux textes qui nous fondent. L'article 13, effectivement, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens
en raison de leurs facultés. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose donc le principe de l'impôt et le principe de l'égalité. C'était cela, la grande révolution. Monsieur Azad propose-t-il d'honorer tout seul ce principe d'égalité? Il propose de contribuer par le biais d'une fondation. Je l'encourage à créer une fondation, à être généreux. Mais pour être généreux, il faut d'abord être équitable. Payez donc vos impôts. Sa fondation est l'arbre qui cache la forêt. Elle le laisse maître et juge. Il propose d'être son propre juge. Et le juge de l'égalité des hommes entre eux? Monsieur Azad propose de s'auto-contrôler. Le contrôle de soi et des autres. Il propose cette vie qu'on entend dans les haut-parleurs du métro. Attentifs, ensemble. Ce qu'il fait est un acte de tyran, qu'il déguise en grandeur royale à la façon de La Fontaine. La grandeur royale fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieues ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Les mécontents disaient qu'il avait tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté. Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Parmi nos règles, l'article 1741 du Code général des impôts réprime le fait de se soumettre frauduleusement au paiement de l'impôt en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits. Le délit de fraude fiscale est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende. C'est tout. Il n'est nulle part prévu de prendre votre canapé, le micro-ondes, le frigidaire, les disques d'or et les petites cuillères, ni même vos gosses et la télé, surtout pas. Je concède que la loi ne lui laisse pas sa bonne humeur, c'est comme ça, on ne peut pas être heureux tout le temps. Mais la loi vous laisse, comme au tribunal, comme à moi-même, vous l'aurez reconnu, sa liberté de penser. La loi demande une participation équitable et elle punit d'une façon digne. Il n'est nulle part prévu l'âme en peine. Enfermé dans sa logique, M. Azad décide aussi de ne plus s'affilier à une caisse de sécurité sociale. Se soustraire au paiement de la sécurité sociale constitue une violation de l'article L114-18 du Code de la sécurité sociale. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime, en méconnaissance des prescriptions de la législation, est punie d'un emprisonnement de 6 mois ou d'une amende de 15 000 € ou seulement de l'une des deux peines. Comme l'infraction de fraude fiscale est constituée de facto, immédiatement qualifiée, que la condamnation est imparable, je poursuis également M. Azad pour la non-affiliation à la sécurité sociale. Vous aurez ici peut-être matière à batailler juridiquement. Je vous laisse donc pinailler sur nos principes. Le défendeur s'arroge des droits. Il ne se présente pas comme un prévenu devant la justice de son pays, justice dont il dépend, à laquelle il doit répondre. Non, il s'érige comme une force en présence. Sa richesse l'autorise. Il en a les moyens. Mais quelle est sa fin? Il en fait un combat pour les libertés alors qu'il ne s'agit que de pouvoir et que de lui. Ce qu'il fait marque son premier acte de terreur. Il décrète, c'est bien le terme. Il pense pouvoir établir des règles. Il décrète donc ne pas déclarer ses impôts ni de les payer et décrète comment compenser. En revanche, lui, il impose. Il pose ses règles. Il ne passe pas par le Parlement. Pourtant, sa richesse lui permettrait le genre de lobbying qui fait démissionner les ministres.
À nos règles de droit, il répond par ses règles du jeu. Loin de l'égalité postulée, des règles pipées qui acceptent d'entrée de jeu qu'il y ait des gagnants et des perdants, des premiers de cordée et ceux qui leur coûtent. Nos règles naissent et demeurent libres et égales. Elles font référence à un droit pyramidal qui nous préserve. Elles ne sont pas des décisions prises par quelqu'un pour les autres. Là où notre système s'appuie sur le droit positif, ces règles sont celles de sa morale et elles évolueront avec ses besoins. Ce qu'il propose n'est pas la promesse d'un monde plus juste, mais qui sait, peut-être d'un monde plus glamour. Le fric, c'est chic. À son crédit, vous l'avez relevé, Monsieur le Président, au moins il ne se cache pas derrière je ne sais quelle phobie administrative ou autre maladie imaginaire. Il revendique, sans complexe. D'aucuns verront dans son acte un certain panache. J'y vois, quant à moi, l'arrogance des tout-puissants. Une nouvelle ligne politique, peut-être. La délinquance décomplexée. Le tribunal ne sera pas dupe de l'inversion qu'il opère en se présentant en délinquant victime, en héros des temps modernes, un Robin des Bois jusqu'au boutiste qui se détrousserait lui-même pour donner aux pauvres. Mais nous ne sommes pas dans la forêt de Sherwood. Il y a bien dans la République française quelques avatars du prince Jean. Et on se croirait parfois encore au temps des croisades. Mais ce qu'il appartient de préserver plus que tout, c'est la valeur de la loi. Et la valeur de la loi, c'est qu'on ne peut pas transiger avec elle. Vous vous soustrayez à la loi, vous proposez autre chose, comme si on pouvait transiger, comme si la loi était faite pour les autres, pour les pauvres. Les droits des individus ne sont pas un capital qu'ils peuvent brader, échanger, monnayer, utiliser. Les droits sont comme les corps. On n'achète pas l'espoir non plus, ni le collectif, ce qui revient au même. Qu'est-ce donc que le collectif si ce n'est l'espoir ? À ce propos, après Bossuet et Montesquieu, cités par la partie civile, je citerai quant à moi la mère de Bobby dans la version de Robin des Bois, où Robin est un renard en jaquette verte. Vous voyez ? Cette mère, qui est donc un lapin, dit « Robin risquait sa vie pour que nous gardions l'espoir ». En invoquant sa liberté d'homme seul, M. Azad fait tout le contraire du renard vert. Il met sa vie à l'abri et il déconstruit le monde. Il opte pour le Robin des Bois d'avant l'erreur de traduction. Robin Hood, H2OD, avec un H et pas un W. Robin le truand. De ce côté de la Manche, les hommes ont toujours mis la construction de l'avenir dans le droit. Le droit pénal a été bâti par des révolutionnaires qui croyaient dur comme fer que la loi rendrait les hommes meilleurs. L'ordonnance de 1945 fondant le droit des mineurs a été promulguée en temps de guerre, avant la capitulation. On espérait dans le désastre. Lui, il fuit tout seul, qu'il assume donc seul aussi, sans demander la clémence de la loi ou l'approbation de la loi ou du tribunal, qu'il écoute les citoyens lui répondre comme une foule brandissant les pancartes « Pas en mon nom, pas en notre nom ». Il se veut la promotion de la liberté. J'entends déjà la critique du paternalisme de nos institutions. J'entends son désir de toujours plus et moi d'abord. Mais derrière le paternalisme républicain, c'est l'humanisme. Il reproche notre mode de gouvernance, ce qui est d'ailleurs la preuve
de son insertion. Il est insatisfait, il râle, il veut de la potion magique alors qu'il est tombé dedans quand il était petit. C'est un Gaulois. Je comprends son désir de liberté, mais le désir de liberté qu'il avance ne cache pas son ambition de gouverner les hommes. Et sa fondation n'est qu'un artifice, un leurre. Il propose une nouvelle république, de nouvelles lois, de nouvelles valeurs. S'il était là, il se dirait que le procureur n'est pas bien moderne à invoquer des textes de 1789. Il se demanderait au nom de qui je parle, de quelle société, de quel collectif. Il aura néanmoins plus de succès immédiat que moi. Il parle de son bien-être, là où je parle du bien collectif. Il n'invoque ni le droit, ni la justice. Ce qui est proposé, c'est la liberté sans dimension politique. La liberté avec pour seule obligation celle qu'il s'impose à lui-même. Mais il existe une contrainte qui, je le crois, doit s'imposer à tous. C'est la contrainte du droit. Et c'est sur elle que je m'appuie pour requérir contre lui. Je ne soutiens pas le faible contre le fort. La loi s'en charge pour moi. Je requiers donc l'application de la loi commune, celle qui fait que je peux faire citer un homme à comparaître devant un tribunal, celle qui permet qu'il puisse se défendre, celle qui permet qu'il puisse choisir un avocat. Ce que M. Azad a fait d'ailleurs, en choisissant le deuxième meilleur avocat de Paris. Je me demande s'il ne désespère pas aussi, si son exil financier n'est pas un exil de cœur, une façon de se mettre en berne, une tristesse. Est-ce qu'on n'est pas en état de faiblesse quand on se met en fracture des autres? Comment a-t-il pu en arriver là, une année de victoire de Coupe du Monde? Il s'inflige à lui-même une peine de bannissement, d'exil, du retranchement de la communauté. Il s'inflige une peine de l'ancien temps alors qu'il se prétend moderne, puisqu'il se désigne la pire peine, celle que nos lois ne permettent plus. Alors quelle peine prononcer à son encontre? Si la foule est le remède à la fuite, pensez à l'emprisonnement. Une bonne dose de surpopulation pourrait lui être bénéfique. Mais le rôle de la justice est surtout de le réinsérer. Surtout, oui. Je suis un procureur moderne, ils ne disent pas tous cela. Le réinsérer, c'est-à-dire le ramener parmi nous. Je pencherai donc plutôt, effectivement, comme la partie civile, pour une peine de travail d'intérêt général. Elle aurait ici tout son sens. Envoyez-le dans un kibboutz, ou ordonnez un stage de chorale pour qu'il chante la Marseillaise avec la main sur le cœur, suivi d'un stage à l'association Anticorps. Ça pourrait être un antidote. Dites-lui de mettre son talent au service des autres, qu'il se fasse élire, d'abord dans une petite circonscription en faisant campagne sur les marchés, puis ministre, la voie est toute tracée, qu'il propose des lois, qu'il se batte, qu'il fasse vivre ses idées. La société, c'est comme une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Le tribunal vous remercie, Madame le procureur. Nous allons maintenant donner la parole à Maître Camille Herry pour la défense du prévenu. On nous a dit, cher maître, que M. Darmanin était susceptible d'être présent cet après-midi et qu'il s'intéressait de près aux thèses soutenues par votre cabinet en matière de soustraction au paiement de l'impôt. C'est une information que nous avons recueillie avant le début de l'audience. Vous avez la parole, maître. Qu'il vienne me chercher, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, qu'est-ce que la citoyenneté? Nous avons tous dans cette pièce, dans cette salle,
de la notion de citoyenneté, du lien qui nous réunit, de cet honneur plus grand que le nôtre, une vision intime, personnelle, morale. Mais le problème avec la morale, comme on le sait, c'est que c'est toujours celle des autres. Alors si on se tourne vers celles et ceux qui nous offrent, qui nous proposent des normes, à commencer par l'État, regardons quelle est la définition de la citoyenneté telle que proposée par le gouvernement sur son site. Qu'est-ce qui caractérise la citoyenneté pour le gouvernement français? D'abord, c'est le fait de respecter un patrimoine commun. C'est le fait de s'inscrire et de voter. C'est le fait de déclarer ses revenus et de payer ses impôts. C'est le fait de s'engager dans la défense de son pays. Et c'est le fait de résister à un pouvoir non démocratique. 5 obligations listées sur le site du gouvernement et qui définissent la citoyenneté. 4 d'entre elles sont de nature morale, hautement symbolique. L'une d'entre elles est pécuniaire. Je vous laisse deviner laquelle, seule, est soumise à une sanction en cas de non-respect. Je peux ne pas m'inscrire sur des listes électorales et il n'y a pas de sanction. La seule sanction, c'est évidemment que je ne pourrai pas voter, mais j'ai le droit de ne pas m'inscrire pour ne pas voter. Je peux ne pas tenir compte de notre patrimoine commun. Je peux très bien, en cas de pouvoir non démocratique, me dispenser de résistance. Je peux être passif. Le tribunal ne me jugera pas, seule l'histoire me jugera. En revanche, si je décide de ne pas payer mes impôts, alors je risque les condamnations que vous avez bien voulu, Monsieur le Président, dans le cadre de votre rapport, préciser. Mais est-ce que tout le monde paye l'impôt? Et comment articuler notre appartenance à la citoyenneté si nous ne payons pas tous l'impôt? 42,8% des ménages français en 2016 n'ont pas payé d'impôt sur le revenu. C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi important. Sont-ils de moindres citoyens? Je ne pense pas. Est-ce que le seul paiement de l'impôt crée la citoyenneté? Certainement pas. Et si on inverse l'angle d'analyse, 70,5% des revenus tirés de l'impôt sur le revenu sont issus de 10% des foyers fiscaux. Mais rentrons dans la granularité. 40% des revenus tirés de l'impôt sont issus de 2% des foyers fiscaux français. Celui qui ne paie pas l'impôt n'est pas un moindre citoyen. Celui qui discute de l'impôt ne devient pas pour autant un délinquant. Et est-ce que le paiement de l'impôt est la seule forme de connexion à cette citoyenneté? Non, puisqu'il y a des formes alternatives de contribution qui ont été autorisées par l'État. Le mécénat, le crédit recherche, la création de fondations, les dons vous permettent d'obtenir des déductions fiscales. Dans certains pays, probablement plus créatifs que les nôtres, plus ancrés dans une réflexion sur la liberté et la responsabilité individuelle. De l'autre côté du Rhin, il existe un impôt cultuel facultatif. 10% des revenus tirés de l'impôt sur le revenu sont en Allemagne un impôt cultuel facultatif. Et si vous voulez y échapper, il suffit de déclarer que vous êtes athée. Une option est laissée sur ce point. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait véritablement dans le paiement de l'impôt un lien indispensable à mon rapport à la citoyenneté, puisque nous avons tous entendu ici, à travers les observations de mon confrère Gauthier et les réquisitions de Madame le procureur, la dimension très morale ou immorale qui était donnée à la démarche de mon client. Et nous sommes confrontés incontestablement, puisque ce texte et l'année de sa création, vers laquelle je vais me tourner aussi, ont été longuement invoqués sur le caractère inconstitutionnel, contraire à la Constitution, de tout l'édifice juridique autour duquel s'est construit ce fantasme de l'impôt libérateur et de l'impôt réconciliateur. Je ne vais pas vous faire l'injure de lire les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais nous savons, Madame la procureure, que c'est un texte qui a été rédigé par la bourgeoisie, parce que c'est toujours la bourgeoisie qui fait les révolutions.
Et les amplitudes de revenus en 1789 entre les bourgeois qui ont pensé cette révolution, qui ont rédigé ce texte, et l'amplitude de revenus entre mon client qui s'inscrit dans une démarche nouvelle, différente, et probablement la même que celle de la partie civile. Il y a effectivement ce hiatus, et il y a cette réflexion dans laquelle je nous invite à nous inscrire. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles. Oui, le libertarianisme s'appuie sur une pensée juste, belle, selon laquelle mes compétences innées, mes compétences acquises constituent une propriété inaliénable, personnelle, et sont une dimension inaliénable de ma liberté. Et que le fruit que je tire de ce travail sorti de mes qualités innées et acquises fait partie d'un périmètre inaliénable également, dont la seule limite est la même liberté offerte à n'importe lequel d'entre nous. Liberté contre liberté. Ce n'est pas la liberté contre la faiblesse, ce n'est pas l'oppression du plus libre contre le moins libre, c'est l'égalité des libertés. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, dans cet ordre. Les rédacteurs ont souhaité un ordre particulier. Ces droits sont la liberté d'abord, la propriété ensuite, la résistance à l'oppression. Et si on se tourne vers les articles que mon confrère Gauthier a cités, et je comprends qu'il soit embêté à l'idée que l'article 13 soit avant l'article 14, mais voyez-vous, confrère, l'article 14 est venu pondérer l'article 13 à dessein. L'article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Je n'ai rien à dire contre cela. Le libertarianisme, ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas la disparition de l'État. C'est l'émergence de la liberté. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas anarchiste. Je suis minarchiste. Je veux un État minimal. C'est la pensée libertarienne. Et c'est une pensée cohérente. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, chers confrères, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, article 14, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. De la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Et là, nous devons nous interroger sur le rapport qui s'établit entre l'État et nous. Je suis fasciné, presque envieux, de la fidélité aveugle de Madame le procureur à la loi. Madame le procureur, en 1974, aurait certainement requis des peines de condamnation contre des femmes qui se faisaient avorter. Elle était du côté de la loi, et il y avait peut-être de ce côté-là de la barre des personnes qui avaient raison contre le droit. Il est possible que j'ai aujourd'hui raison contre le droit. J'ai le droit de constater, j'ai le droit de contester et d'évaluer la pertinence de l'impôt. C'est ce que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme me dit. Mais comment ? Par quels moyens est-ce que je peux m'attaquer à ce léviathan que constitue l'État et qui est soumis, en fait, à une sorte de conflit d'intérêts, puisque l'État est à la fois le producteur de la norme et de la bureaucratie et celui qui me facture chaque année cette bureaucratie. Il est le seul à la fabriquer, il est le seul à avoir le monopole de sa fabrication et il m'impose chaque année, de manière discrétionnaire. Si nous étions dans une approche de droit civil, je dirais, parce que je sais que mon confrère Gauthier est très sensible à ces questions, de manière quasiment potestative, mon cher confrère, l'impôt qu'il m'oblige à payer. Et c'est cette asymétrie d'information qui est le nœud de notre problème et ce qui provoque le débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas le débat sur le droit, c'est la technique. C'est la capacité que nous avons aujourd'hui d'horizontaliser notre rapport à autrui et de sortir d'une dimension verticale, descendante du pouvoir, pour pouvoir rétablir un équilibre basé sur la liberté et sur la propriété. Ce qui est vrai sur l'impôt, l'est probablement plus encore sur l'inscription au régime de sécurité sociale et aux cotisations sociales. Madame le procureur,
ou mon confrère ont certainement eu entre les mains cette décision de la Cour de justice de 2013, la décision BKK, qui indique que les organismes d'assurance relèvent désormais et sont soumis désormais à la directive de 2005 sur les pratiques trompeuses. Une égalité de traitement entre les organismes de sécurité sociale et les organismes mutualistes sur ce point. Ils ont certainement eu entre les mains aussi cette décision du tribunal de l'Union européenne dans une matière concernant la Slovaquie, rendue le 5 février 2018, considérant que la finalité sociale d'un régime d'assurance maladie n'est pas en soi suffisante pour exclure la qualification d'activité économique. Je ne suis pas en train de dire que je ne dois pas participer à la solidarité. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas participer à un produit d'assurance collectif, mais je veux choisir le mien. Je veux le choisir en toute transparence. Je veux pouvoir le juger, l'évaluer, le jauger et en changer si j'en ai envie. En France récemment, en juillet, débat sur la réforme constitutionnelle. Un amendement est envisagé pendant quelques heures avant que, plus pour des raisons politiques, compassionnelles, il soit retiré. Que disait cet amendement? Il voulait modifier, dans une formulation très intéressante, loi de financement de la sécurité sociale vers loi de financement de la protection sociale. Le mouvement est engagé. La sécurité sociale a déréférencé près de 30% des médicaments qui, il y a encore 10 ans, elle acceptait de rembourser. Le phénomène de privatisation d'une partie de nos activités est un phénomène qui est établi. Demain, les EHPAD seront privatisés. Après-demain, une partie substantielle de ce qui était encore la couverture sociale sera transférée progressivement au privé. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens d'un désengagement de l'État, car l'État n'a pas à pénétrer l'ensemble des sphères de la société et y décider du matin au soir en quoi nous devons consommer, comment nous devons vivre et ce que nous devons penser. Le libertarianisme, ce n'est pas l'anarchie, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de disposer de mon corps, c'est la liberté de prendre les substances qui m'intéressent, c'est la liberté de créer une monnaie si j'en ai envie. Je n'ai rien contre l'armée quand je suis libertarien. Je crois en la protection de ma nation, je crois en mon drapeau, je crois en ces vertus qui sont celles du pacte fondamental, imprescriptible qui nous réunit. Mais pour le reste, l'État n'a pas à intervenir dans ma vie. Le libertarianisme est probablement une des pensées politiques qui, la première, y compris aux États-Unis, en des temps rétentionnistes, prônait l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, les origines, la religion, les orientations sexuelles. Depuis plus de 150 ans, les libertariens aux États-Unis prônent cette liberté, y compris la liberté d'expression, qui, je crois, Monsieur le Président, est un sujet sur lequel vous vous êtes si souvent penché. Il y a donc un débat. Et pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce que ces débats émergent aujourd'hui? D'abord parce que nous avons les moyens de les faire émerger. Effectivement, j'ai, m'a dit mon client, une responsabilité sociale qui ne se limite pas seulement à contribuer massivement, vous avez bien voulu le rappeler, via des dons, via une fondation, à des hôpitaux, à des associations. Mais j'ai une obligation d'utilité sociale qui consiste à me battre pour mes idées. Il faut se battre pour ses idées. Aux États-Unis, l'année dernière, 4,4 millions d'électeurs ont voté pour le candidat libertarien. Aux États-Unis, 20 000 familles libertariennes sont sur le point de s'installer dans le New Hampshire pour créer une sorte de société avec sa soft law, avec ses règles, de manière à créer, comme au milieu du XIXe siècle, une nouvelle utopie sociale, pour pouvoir créer une masse critique et faire avancer ses idées. Sont-ils moins américains? Sont-ils moins nationalistes? Certainement pas. Lorsqu'on les chatouille, ne rient-ils pas? Et lorsqu'on les pique, ne saignent-ils pas? Les initiatives, comme celle-ci, naissent parce que pour la première fois, le rapport de force avec l'État est sur le point de s'inverser. Et ce rapport de force n'était pas seulement basé sur l'exercice de la violence publique,
Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, il était basé sur l'asymétrie d'information. L'État protectionniste, l'État-providence, l'a été parce que d'une part, il en avait les ressources financières, il ne les a plus. Et c'est le sens de l'histoire que de nous responsabiliser davantage. L'État a imposé cette règle parce qu'il avait le monopole de l'information. Et ce monopole lui échappe. La technologie, qui est à l'origine de la fortune de mon client, nous permet aujourd'hui tous de disposer d'informations, de nous exonérer de choses qui relevaient du monopole de l'État. Qui pense aujourd'hui qu'il est légitime qu'un État dispose d'un monopole sur le tri et l'acheminement du courrier à l'ère de la technologie et des envois dématérialisés? Qui pense aujourd'hui que les monnaies, si on applique la loi de Gresham, pourraient demain survivre à des crypto-monnaies? 220 millions de clients Amazon. Si demain, Monsieur le Président, Amazon décide de créer sa propre crypto-monnaie, elle expulsera de fait les monnaies nationales qui étaient jusqu'ici utilisées. Les informations dont dispose Facebook avec ses 2 milliards de membres lui permettent aujourd'hui de constituer une soft law et d'agir pour le bien commun, si la décision est prise ainsi, de créer toute une série de normes molles, mais dont nous savons aujourd'hui qu'en les précipitant au sens chimique du terme, on arrive à en faire un droit quasiment écrit. Ce sont des initiatives personnelles qui sont aujourd'hui possibles. Le dogme de l'État résidait dans l'asymétrie d'information entre l'État et nous. Cette asymétrie a volé en éclats. Je peux aujourd'hui créer une économie collective, juste, de partage, de contribution. L'économie collective, l'économie libertarienne permet aujourd'hui à des personnes d'accéder à une propriété à laquelle elles ne pouvaient pas accéder, parce que la contribution collégiale, solidaire, voulue dans un acte de liberté individuelle, surpasse les règles strictes qui faisaient en sorte que jusqu'à il y a encore récemment, on ne prêtait qu'aux riches. C'est cette liberté nouvelle que je revendique, et c'est pour ça que mon client se bat. Je connais les textes, comme mes honorables confrères et juristes. Je les connais comme vous. Alors ce sera peut-être le chaos. La décision que je vous demande de prendre provoquera peut-être le désordre. Oui, mais le désordre n'est qu'une fraction d'une séquence. Le désordre et le chaos sont à l'origine du monde. Alors ce sera peut-être la guerre. Ce sera peut-être la guerre civile. Oui, la guerre civile. Henri de Monterland, dans le texte initial de sa pièce sur la guerre civile, personnifie la guerre civile. Prosopopée, la guerre civile apparaît au lever de rideau. Et la guerre civile dit ceci. Je suis la guerre civile et j'en ai marre de les regarder comme des andouilles se fixer sur leur ligne comme s'il s'agissait de leur sotte guerre nationale. Je ne suis pas la guerre des fourrés et des champs. Je suis la guerre du forum farouche, celle du rival contre le rival, celle du voisin contre le voisin, celle de l'ami contre l'ami. Je suis la guerre civile, je suis la bonne guerre, celle où on sait qui on tue et pourquoi on tue. Le loup dévore l'agneau, mais ne le hait pas, tandis que le loup hait le loup. Je régénère et je retrempe les peuples. Leur pensée endormie se réveille sur un point et se réveille ensuite sur tous les autres. J'éveille les plus démunis des hommes de leur vie hébétée et moutonnière. Et ils répètent, leur pensée endormie se réveille sur un point et ensuite se réveille sur tous les autres, comme un feu qui avance. Je suis le feu qui avance et qui brûle, mais qui éclaire en brûlant. Je suis la guerre civile, je suis la bonne guerre. Et la pièce commence. Il y aura peut-être du chaos, il y aura peut-être du désordre. Mais il est possible que cela constitue un épisode de notre histoire collective et que ce soit le dernier épisode de la fin d'une époque basée sur un pouvoir exorbitant de l'État sur ma vie intime. Et cet épisode sera le premier épisode d'une période au cours de laquelle nous responsabiliserons davantage nos concitoyens. Ce n'est pas parce que nous devons vivre avec notre temps, j'en ai terminé.
que nous n'avons pas le devoir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, d'essayer de prendre un tout petit peu d'avance. J'en ai terminé. Merci, Maître Herry. Bien, les débats sont donc à présent terminés. Le tribunal va demander donc à Madame le procureur de la République ainsi qu'aux avocats des parties de se retirer. Ah, une question peut-être à l'un des avocats. Une question à poser sur un point de procédure. Je voulais savoir si vous considériez que nous étions en état de juger ou si je devais tirer de votre plaidoirie et des conclusions écrites la conviction que vous posez implicitement une question de constitutionnalité relative au Code général des impôts et fondée au moins sur 2 circonstances que vous avez évoquées de manière vague, et je m'en voudrais de les préciser pour vous, mais je voudrais savoir si vous comptez que nous suspendions nos travaux afin de voir si la transmission de cette question doit avoir lieu. Vous avez relevé 2 aspects qui portent sur l'article 13 de la Déclaration des droits. Je mentionnerai simplement le premier pour être court. Vous avez tous remarqué que l'article 13 de la Déclaration des droits conditionnait à l'existence d'une charge publique à financer la nécessité de la contribution individuelle. La question que je vous pose est donc la suivante. Est-ce que vous considérez que nous devons suspendre et transmettre à la Cour de cassation pour qu'elle voie s'il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question qui dirait, au fond, le Code général des impôts est directement contraire à la Déclaration des droits dans son article 13, dans la mesure où il ne réserve pas la possibilité d'apporter une contribution volontaire d'un montant égal pour couvrir les charges publiques. C'est une question de constitutionnalité dont on peut penser qu'en effet, elle se pose. Je voudrais savoir si le tribunal doit se considérer comme saisi de conclusion à cet effet ou si vous nous demandez de statuer dans une circonstance où la constitutionnalité de ces dispositions du Code général des impôts devrait être réputée établie par nous. Maître Herry, très rapidement pour que nous puissions... Très rapidement, nous en avions parlé, monsieur l'assesseur, et merci pour votre question. C'est effectivement dans ce sens-là que s'oriente la contrariété à la Constitution que j'ai évoquée. Nous avions pensé que pour la fluidité des débats, nous pouvions l'évoquer sans réserver la question spécifiquement de la nouveauté à travers un mémoire séparé d'une question prioritaire de constitutionnalité, mais le sort des observations que j'ai faites est nécessairement que vous devrez vous interroger sur une QPC. Donc nous comprenons, sans faire de référence à l'histoire, que la question ne sera pas posée. Merci. Nous serons toutes les juridictions ensemble. Tout à fait. Bien, comme nous l'annoncions, donc les avocats des parties et Madame le procureur vont se retirer. Nous allons passer donc maintenant au délibéré, un délibéré élargi, puisque vous savez que le public présent dans cette salle est appelé à intervenir, et plus qu'à intervenir, à animer ce délibéré. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour poser des questions. J'ai cru comprendre que nous avions, chers collègues, un public d'intellectuels, ce sont des lecteurs du Monde. Donc la tâche s'annonce un peu plus difficile. On ne va pas certainement manquer de nous citer André Malraux. Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger Les Conquérants en 1928. Mais passons sur Malraux et venons-en tout de suite aux questions qui devraient nous conduire vers un résultat en essayant de serrer les problèmes en matière pénale. De toute façon, il y a au moins 2 questions. Question sur la culpabilité. Est-ce que le prévenu est ou non coupable des délits qu'on lui reproche? Il y en a 2. Et si oui, on pourra passer à la réflexion sur la peine qu'il convient de prononcer, la constitution de partie civile n'ayant d'intérêt que si on passe la première étape, en quelque sorte, et que l'une au moins des infractions se trouve constituée. Là, nous aurons à nous poser la question de la recevabilité de la constitution de partie civile et éventuellement de la nature de la réparation, nature et montant de la réparation qu'on peut lui accorder. Donc, on doit, je parle sous le contrôle de mes assesseurs, poser d'abord la première question qui est celle de la culpabilité. Est-ce que, effectivement, monsieur, j'ai oublié son nom, comment s'appelle-t-il ce prévenu? Monsieur Azac est bien coupable de ce délit de fraude fiscale et du délit de non-inscription à la sécurité sociale ou non? On va commencer par là, dans un contexte qui est juridique, certes,
mais également philosophico-politique très largement. Qui demande la parole pour commencer, étant précisé que de l'endroit où nous sommes, nous avons une très mauvaise visibilité sur la salle. Ici, alors, je crois que nous avons ici sur ma gauche une première question pour monsieur, je crois. Hein, nous vous écoutons. Oui, bonjour, Dimitri Carbonel. Alors, petite question, parce que, comme nous le savons, il y a beaucoup d'entreprises qui savent se soustraire à l'impôt. Et qu'en conséquence, on pourrait se dire que pour des personnes, il pourrait en être de même. Et que, à partir de là, il serait tout à fait légitime pour monsieur, je crois que c'est Asdad, Oui. De s'y soustraire aussi, hein, dans le même esprit, effectivement, que ces entreprises, même si, effectivement, il y a une tendance actuellement des États à changer potentiellement la donne. On ne sait pas s'ils réussiront ou pas, nous le verrons. D'autre part, il y a un autre point, c'est monsieur Asdad, est-ce qu'en quittant la France, est-il toujours soumis à cette loi française ? Il est effectivement citoyen, mais en quittant la France, d'une certaine manière, il s'y soustrait, comme d'ailleurs a essayé de le faire Laetitia Hallyday en parlant effectivement de l'héritage de Johnny Hallyday. On pourrait peut-être faire un parallèle entre les deux. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être effectivement matière à réflexion et je vous invite à y répondre. Alors, une précision peut-être. Effectivement, le Code général des impôts prévoit, dans l'article 4A, que ce sont les personnes qui ont en France leur domicile fiscal qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Donc la domiciliation en France est effectivement un élément important, mais il n'est pas dit dans le dossier que nous avons à juger que M. Azad a quitté la France. Il a disparu, entre guillemets, disparu des radars, comme l'on dit parfois, en ce sens qu'il est peut-être terré quelque part, pas très loin d'ici, mais l'idée c'est qu'il n'est plus visible juridiquement, fiscalement parlant, sans pour autant avoir quitté le territoire national. On peut préciser aussi que, contrairement aux entreprises qui trouvent les moyens de ne pas payer d'impôts, elles passent par le système de déclaration d'impôts et c'est l'habileté fiscale qui leur permet de ne pas en payer. Donc là, même le système de mécénat, de fondation, aurait supposé peut-être une déclaration des impôts préalable. Voilà. Donc là, on est vraiment en dehors du système. Et juste un mot là-dessus, à moins que je ne me trompe sur le plan de la méthode. En réalité, nous ne sommes pas en train de débattre avec vous. Vous êtes un immense juge anonyme et collectif. Et vous êtes censé opiner. Je comprends donc de ce que vous dites, que dans nos délibérations, vous êtes partisan en réalité de ne pas reconnaître M. Azad coupable sur un motif tiré en quelque sorte du principe d'égalité et qui voudrait que, puisque les grandes sociétés s'en tirent, il ferait beau voir que M. Azad soit salé, alors que par ailleurs, il se déclare prêt à payer lui-même volontairement. C'est bien comme ça que j'interprète votre vote. Vous êtes en réalité pour la relaxe pure et simple. Merci. D'accord, voilà une opinion. Il y en avait d'autres par ici, je crois, sur notre droite. Oui, bonsoir Pierre. Moi, il me paraît que la question de fond, c'est la question de la citoyenneté. Et que, à partir de là, cette décision de citoyenneté n'appartient pas à l'individu, mais est définie par nos représentants. Donc, l'individu en question n'a pas à se constituer citoyen ou pas, il l'est. À partir du moment où il l'est, il a des obligations. Et entre autres, de payer l'impôt ou de trouver les arguments qu'il faut pour ne pas les payer parce qu'il a donné de l'argent à des associations d'utilité publique, etc., etc. Donc dans ce cas, sa position, à mon avis, doit être condamnée. Et je serais pour effectivement le condamner à une somme suffisante pour le retrouver peut-être à nettoyer les rues de Paris. D'accord. On comprend dans votre idée qu'elles en ont bien besoin. Mais votre idée, c'est qu'il serait coupable sur les deux délits, donc aussi bien le délit fiscal que le délit concernant la sécurité sociale. Et vous évoquez déjà la peine, vous iriez vers une peine de travail d'intérêt général. C'est ça l'idée. D'accord. D'autres opinions, d'autres observations? Oui, alors ici sur notre droite, me dit-on, avec la même difficulté pour nous de vous apercevoir. Oui. Donc j'aimerais intervenir à propos du délit de se soustrayer à l'obligation de s'affilier à l'organisme de sécurité sociale. Si j'ai bien suivi, le droit européen n'oblige pas à s'affilier à la sécurité sociale en tant que telle. La France fait résistance pour
pour qu'elle reste une obligation à la sécurité sociale en tant que telle, mais le libre choix de sa sécurité sociale est un droit européen reconnu par l'Europe. Donc à partir de là, on ne peut pas condamner l'accusé, car il respecte le droit européen de vouloir s'affilier à la sécurité sociale de son choix, pas à celle que l'État lui impose. Alors, en l'occurrence, en l'espèce, on ne sait pas s'il a choisi un autre système de sécurité sociale. On ne dit pas qu'il s'est affilié à un autre régime en Angleterre ou autre, comme l'ont pu faire certains. Son avocat disait qu'il voulait choisir son propre système de sécurité sociale. Donc on peut supposer qu'il en choisira un. Oui, il est certain que l'argument qui a été développé sur ce plan est intéressant parce que cette décision, je ne l'ai plus exactement en tête, a effectivement ébranlé quelque peu la conception que nous avons monopolistique en quelque sorte de la sécurité sociale et elle est pour le moment sans effet sur le droit interne, mais se réclamer effectivement du côté de la défense de ce qui semble être une direction donnée par une instance européenne est intéressant. Est-ce que ça vous conduirait, vous, monsieur, par exemple, à considérer que ce délit est d'ores et déjà impossible à constater et à réprimer en France? Pour moi, oui, vu que le droit européen est supérieur au droit français. Et sur la question, sur l'autre délit, sur la question du non-paiement de l'impôt, votre opinion? Sur le non-paiement de l'impôt, on en vient à autre chose. Le problème du consentement à l'impôt, il demande la vérification. La vérification, soi-disant, se fait par le fait qu'on a le droit de voter et que c'est nos représentants qui vérifient cela. Sauf que notre accusé demande expressément à ne plus avoir le droit de voter, ce qui est son droit, ce qui a été rappelé, un droit moral, ce qui n'est pas une obligation. Et donc, il demande à pouvoir vérifier par lui-même ce qui se passe de son argent. Et c'est pour ça qu'il veut faire une fondation, car il estime que c'est normal d'avoir le droit de voir à quoi sert son argent. À partir de là, je le déclarerai innocent aussi. D'accord. Sur le fondement de l'absence de consentement à l'impôt, parce que vous liez le consentement à l'impôt à la représentation, donc le fait de s'exclure d'un système démocratique où on s'inscrit sur les listes et on vote veut dire qu'on n'a pas consenti. Ce serait un peu le raisonnement. C'est bien cela? D'accord. Merci pour cette opinion. Une autre opinion ici, madame? On va vous donner le micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, on va faire simple. En fait, la loi française, elle dit qu'on n'a pas le droit de ne pas payer ses impôts et qu'on n'a pas le droit de ne pas s'affilier à la sécurité sociale. On va faire simple. Donc, l'accusé est coupable. Donc, premièrement, il rend l'argent, il fait comme Pénélope. Et deuxièmement, il fait effectivement des travaux d'intérêt général. Alors, c'est bien à Paris, mais la province, c'est bien aussi d'aller voir aussi là où il y a des gens pauvres, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de gens riches, mais en province et en banlieue, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens pauvres aussi. D'ailleurs, j'invite la présidence à proposer des choses qui concernent la banlieue, il y aurait beaucoup de choses à voir. Voir d'ailleurs comment on fait d'ailleurs pour redistribuer l'impôt, hein, parce que vu qu'on le redistribue très mal, c'est une chose qu'on peut avoir. Quand même une petite précision, le droit européen c'est joli, mais enfin en France on a un droit qui s'applique, heureusement on a du bol, donc il faudrait voir déjà commencer par l'appliquer, puis on réfléchira un petit peu à voir comment ça se passe dans le droit européen, et surtout à informer correctement le public sur la tronche du droit européen et de comment il est modifié. Donc ça ne fait pas un pli, l'accusé est coupable, il est condamné, et il est condamné aussi à aller voir à quoi ça sert de payer ses impôts. Merci. On vous sent une sensibilité plutôt répressive, ce qui ne saurait effrayer un tribunal correctionnel, rassurez-vous. Mais votre opinion, elle est tranchée, elle a ce mérite. Oui, on croirait la chanson célèbre, le bagne de Cayenne, c'est pas Valparaiso. Au bout d'une semaine, il regrettait plutôt, ce qui. C'est une solution. Je précise simplement une chose concernant les peines de travail d'intérêt général. Quand elles sont prononcées à l'audience, le tribunal ne précise pas les modalités du travail. Il renvoie cela à l'application des peines en fonction du profil du condamné, de la durée de la peine, des postes disponibles, etc. Donc nous n'aurons pas à assumer cette charge de préciser balayage des rues à Paris ou ailleurs. Mais après tout, on pourrait le suggérer, ce serait aller dans le fil de ce que vous souhaitez si une majorité de l'opinion était en ce sens. Nous avons tout à fait là-haut une main qui se lève. Est-ce qu'on peut apporter le micro à madame? Une main avec un bracelet électronique, je ne sais pas si... Oui, c'est... Vous ne portez donc pas la cheville.
Voilà, le micro s'approche de vous. Alors, moi, Ah, vous l'avez. Ah, pardon, il est déjà en main. bon, Allez-y. la brillante démonstration de l'avocat de M. Azad repose sur quelque chose qui n'existe pas, sur un citoyen, et chaque habitant de notre pays a les mêmes possibilités. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Il suffit de fonder sa start-up pour devenir milliardaire. Donc, effectivement, dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les gens qui ont fait un effort sortiraient leur bon argent gagné à la sueur de leur front pour financer des Gaulois réfractaires, des fainéants, enfin toutes ces catégories inutiles ou nuisibles. Si on adopte cette idée, si on pense, idée répandue et largement développée ici et là, que finalement il faudrait obliger tout le monde à faire l'effort que tout le monde peut faire, si l'idéal c'est Go West, le Far West, on dit, après avoir éliminé quelques Indiens emmerdants, on crée son exploitation et tout va bien. Oui, alors effectivement, il faut supprimer l'impôt, il faut supprimer la police. Il suffit de faire comme dans des pays où tout le monde peut avoir des armes à feu et ça marche très bien. Il faut que chacun entretienne la rue devant chez lui parce qu'on se demande pourquoi l'État dépense des sommes faramineuses à entretenir des rues. Tout ira très bien. Mais je pense que l'organisation de la société qui est chez nous, enfin qui est dans le genre humain, un tout petit peu plus élevée que celle des babouins à cul rouge, a produit quelque chose qui s'appelle l'État. Et l'État, ça coûte de l'argent. Alors, il y a quelques pays d'ailleurs où la théorie, je conclus, la théorie de M. Azad est mise en pratique. Ce sont les pays qui, à la suite de guerres civiles et d'interventions étrangères, n'ont plus d'État et on peut envisager d'avoir la situation tout à fait enthousiasmante des Somaliens, des Syriens dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'il y a aussi des milliardaires en Somalie, d'après ce que je me suis laissé dire. Donc on comprend que vous êtes plutôt favorable à la condamnation sur les deux délits. C'est ce qui ressort de votre propos. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a, semble-t-il, plusieurs degrés dans le libertarianisme. Le degré qui était exprimé ici n'était pas le pire, si on peut dire les choses comme cela, dans votre perspective, puisqu'il y aurait un maintien de l'État, mais d'un État minimum qui assurerait la sécurité, la justice, la police, mais dont le financement serait limité finalement à ces tâches. Le tribunal est allé voir du côté de ces ordinateurs, doctus cum micro, comme nous disons, et nous avons pu effectivement vérifier que les théories libertariennes étaient très diversifiées et d'une intensité finalement très, très différente. Je comprends que vous n'êtes pas sensible à l'aspect, disons, philosophico-politique des thèses libertariennes. C'est bien cela. Et est-ce que votre position serait de nature à évoluer si on disait que la somme qu'il aurait dû payer aux impôts serait intégralement reversée à des associations caritatives? Moi, j'ai tendance à croire que quand quelqu'un a de l'argent et qu'il en fait ce qu'il veut, il y a une irrésistible tendance à ce qu'il le mette dans sa poche. Alors, puisqu'on délibère, je pense que je suis d'un avis inverse. Moi, je suis pour. Et d'ailleurs, conformément aux indications données par le président de la République à son discours à la Cour de cassation, si jamais vous salez le monsieur, je vous ferai une opinion dissidente, parce qu'il faut bien que quelqu'un commence. Ce que vous dites est démenti par les faits. Les Français sont les champions européens de la contribution volontaire aux associations caritatives, plus de 7 milliards d'euros l'année dernière. Donc on ne peut pas dire que quand des gens ont de l'argent, ils le gardent pour eux. Et tous les gens qui gèrent des associations caritatives... Pour défiscaliser ou pas? Non, parce que d'abord, la défiscalisation est limitée en plafond. Et deuxièmement, si vous vous occupiez d'une association caritative de ce type, ce qui m'arrive de faire, vous voyez que la masse des gens qui donnent sont des gens extrêmement modestes, dont il a lieu de penser qu'ils font partie des 40% de Français qui ne payent pas d'impôts. Ce qui est très intéressant. Ils ne payent pas d'impôts,
mais il donne gratuitement à des associations caritatives, pour les étrangers, pour les détenus, etc. Et donc, la question de savoir si les gens gardent pour eux leur argent est une question qui mérite débat. Et c'est le deuxième élément que je voulais apporter, c'est que la question de constitutionnalité qui se pose, c'est la question qui consiste à savoir, dès lors que l'impôt dans l'article 13 de la déclaration est censé couvrir les charges publiques, si M. Azad doit être poursuivi, alors même qu'il aurait pris l'engagement unilatéral, quasi contractuel en quelque sorte à l'égard de l'État, de verser de lui-même, sans qu'on le lui demande, la même somme, mais volontairement, ce qui est de nature à transformer son rapport à la citoyenneté. Voilà. Très bien. D'autres opinions? Alors ici, nous avions une dame qui levait la main, qui a maintenant le micro. Oui, on vous écoute. Alors, moi, je suis pour que ce monsieur ne soit pas condamné au nom de la liberté, parce que être citoyen, c'est être libre. Mais je l'invite à aller jusqu'au bout de sa pensée. Comme il l'a dit, c'est le sens de l'histoire de nous responsabiliser davantage. Donc, je l'invite à commencer par rembourser l'intégralité de ce que l'État a investi dans son éducation et jusque-là, et à quitter le territoire pour toujours. Voilà. D'accord. Par ailleurs, je précise que si l'avocat est célibataire, je veux bien son numéro de téléphone. Très bien. Nous lui poserons la question. Est-ce qu'il y aurait une déchéance de nationalité qui irait avec ou pas? J'ai pas osé aller jusqu'au bout. Ah, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. D'accord. Je n'ai pas compris. Vous voulez dire qu'il faudrait déchoir madame de sa nationalité si elle rencontrait l'avocat? Ça n'était pas exactement cela. On comprend donc, je résume sans la trahir, j'espère votre pensée, relax, mais sous condition finalement d'un exil volontaire, dans la logique en quelque sorte de sa philosophie de la société. C'est cela votre idée. Exactement, ce qui importe, c'est d'être cohérent. Ça n'est pas nécessairement prévu par les textes, mais après tout, on peut en rêver. Alors c'est la question de la déchéance de nationalité à ce moment-là qui se pose, à supposer qu'elle soit possible dans ce cas-là. D'autres interventions? Alors ici, à l'extrême gauche, sans présumer bien sûr de votre opinion, nous avons une main qui se lève. Alors pour vous, effectivement, c'est dans l'autre sens. Bonjour. Donc moi, je suis presque intégralement d'accord avec ma prédécesseuse, excepté le fait que pour moi, c'est déjà trop tard, parce qu'il a déjà joui d'une éducation qui lui a permis de devenir ce qu'il est devenu, qu'il aurait pas eu s'il avait été en dehors de l'État initialement. Et donc, ayant été initialement intégré à l'État français, peut-être contre sa volonté, il en est déjà complètement dépendant et donc il ne peut plus désormais choisir de s'extraire. Donc, tant pis pour lui, c'est trop tard. Quand même, je voudrais quand même préciser, malgré tout, pour l'intérêt du débat, que la peine de mort est abolie. Est abolie. On pourrait rétablir la peine de mort civile qui a été abolie en 1854. Voilà, une peine afflictive et infamante. C'est ce vers quoi on se dirige. Alors, on avance encore 2 ou 3 opinions parce que je vois un grand panneau devant moi qui m'indique « time out », c'est de l'anglais. Je pense que cela veut dire que nous sommes en retard bientôt. Et il va falloir faire au moins 1 ou 2 votes pour pouvoir quand même sentir l'ambiance générale. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. J'avais juste une question qui porte précisément sur peut-être un point aveugle de notre discussion, si j'ai raison, à savoir, je me posais la question de savoir si vous étiez vraiment impartiaux tous les 3, c'est-à-dire dans une situation qui garantirait votre impartialité dans la mesure où il me semble que vous êtes payé par l'État. Bonne question. Et par conséquent, si vous êtes dans une situation, mais c'est vrai, oui. Dans une situation qui non seulement, au regard par exemple de dispositions européennes, on pourrait songer à l'article 6 de la CEDH, eh bien la Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, on peut se poser la question de savoir si au fond vous êtes vraiment dans une situation qui objectivement et subjectivement d'ailleurs vous permet de statuer aujourd'hui sur une question qui relève en réalité d'une stratégie de sécession. La personne veut faire sécession, mais vous êtes jugé parti, car au fond, vous êtes l'instance qui est payée par l'une des parties ici contestées dans sa légitimité, à savoir l'État, quand il demande un impôt. Donc, si c'est ça, eh bien, la solution peut être aussi rapide. Tout à fait. Nous redoutions bien sûr cette question, mais elle est excellente et cela nous conduirait à nous déporter et à vous laisser finalement délibérer seuls, ce qui effectivement est une solution envisageable.
mais qui, à l'heure qu'il est, n'est Mais peut-être je crois pas que tout à vous-même, fait vous n'êtes pas possible. totalement impartiaux, puisque vous profitez également du système de santé, du système d'éducation. Donc finalement, on n'aurait plus de juge. Ou alors on le fait juger par un juge robot. Et puis vous êtes lecteur du Monde et la presse nationale est subventionnée par l'État. Finalement, au moins pour sa distribution. En fait, la seule solution, j'ai vu qu'il y a 2 mois, un tribunal de l'Himachal Pradesh avait admis la constitution de partie civile de Dieu dans une affaire relative à la destruction d'un temple. Un cas extrêmement intéressant. Et je pense qu'à ce stade de notre discussion, nous n'avons plus qu'à nous en remettre aux puissances supérieures. Merci, monsieur Jean. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer. Alors, une toute dernière question ici. Une toute dernière question ou intervention. Et puis ensuite, à main levée, on va vous demander de vous prononcer sur les 2 ou 3 questions qui peuvent fonder notre verdict. Madame, donc dernière intervention. Merci. L'avocat, tout à l'heure, a très très légèrement passé la notion du citoyen qui jugeait, qui jaugeait, qui mesurait le service de l'État, notamment pour la sécurité sociale. Donc moi, j'ai un tout petit peu peur que tous autant qu'on soit, si on n'est pas consentant à l'impôt, on se mette tous à être des experts et à dire « je ne veux pas payer pour tel programme de santé, je ne veux pas payer parce que je ne veux pas acheter de char, je suis contre ceci, contre cela ». Et en fait, ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que citoyens, on fasse confiance à nos hommes politiques qu'on élit. Donc oui, et donc il faut être éduqué, pouvoir lire la presse et pouvoir, en tant que citoyen, voter pour les bonnes personnes, avec notre argent, faire le mieux, le meilleur. Très bien. Vous avez tout à fait raison, parce que quand les mouvements de résistance fiscale sont très souvent liés à l'affectation des impôts à telle ou telle politique, notamment des politiques migratoires, et on peut dire que pour telle ou telle politique, comme on n'adhère pas à cela, on décide volontairement de ne plus payer l'impôt. Alors, là-dessus, oui, pardon, histoire de nourrir le débat dans le sens, vous aurez compris qu'il est le mien, c'est déjà le cas. Ce qu'on reproche à M. Azad existe. Quelqu'un qui, à l'heure actuelle, déciderait de l'affectation massive de son revenu à la réparation d'un monument historique, en réalité, serait en situation de ne pas contribuer aux autres charges par le biais de la défiscalisation que celle consistant à entretenir son propre patrimoine. Et après tout, M. Azad ne fait rien de différent. Or, dans ce cas-là, il n'est évidemment pas question, et c'est pareil avec la loi sur le mécénat ou des dispositions législatives analogues, dans ce cas-là, il n'est absolument pas question de condamner quiconque à une peine afflictive et infamante. Il faudrait peut-être qu'il le fasse, dans ce cas-là, qu'il déclare et qu'il fasse la défiscalisation. Oui. On passe, si vous le voulez bien, à un vote indicatif, un vote comme celui que l'on a d'ailleurs en délibéré, dès lors qu'on n'est plus tout seul. Première question, concernant le délit de fraude fiscale, Monsieur Azad est-il coupable? Quels sont ceux qui votent en faveur de la culpabilité sur ce délit de fraude fiscale? Alors, C93, me dit Monsieur Sureau. Ce n'est pas le nombre de voix, c'est l'année. Vous êtes effectivement très nombreux, merci. Non coupable? Je crois que vous êtes effectivement moins nombreux. On est sur la culpabilité pour la fraude fiscale. En ce qui concerne l'infraction à la sécurité sociale, qui vote en faveur de la culpabilité de M. Azad? C'est à peu près la même tendance, j'imagine. Merci. Et qui est contre cette culpabilité? C'est un petit peu plus nombreux que tout à l'heure, mais la tendance est quand même, je crois aussi, sans qu'on puisse compter précisément, à la culpabilité. On est donc sur une déclaration de culpabilité pour les 2 délits. Reste donc maintenant à statuer sur la peine et sur la constitution de partie civile. La peine qui était donc réclamée par le ministère public était une peine de travail d'intérêt général, donc emprisonnement assorti d'un sursis comportant un travail d'intérêt général. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas le précisé en principe, ce travail d'intérêt général. Est-ce que c'est dans cette direction que l'on se dirige? Je vais poser la question. Donc, qui est pour une peine d'emprisonnement assortie d'un travail d'intérêt général? Étant précisé que la non-exécution de ce travail d'intérêt général peut conduire à l'emprisonnement ferme, c'est la sanction en principe d'un sursis mis à l'épreuve non exécuté. Très bien. Alors, je reviens un petit peu en arrière, en quelque sorte. Qui est pour l'emprisonnement ferme?
Là, avec ses vices corporels? non. Là, effectivement, je crois que vous n'êtes pas nombreux, qui est pour l'emprisonnement avec sursis simple, c'est-à-dire simple avertissement, sursis révoqué en cas de récidive. Vous n'êtes pas non plus majoritaire. On est plutôt sur un sursis. Oui, le sursis simple, ça veut dire qu'effectivement, l'emprisonnement avec sursis simple, ça veut dire qu'on ne va pas en prison si, dans les 5 ans, on ne commet pas d'autres infractions, pour dire les choses le plus simplement possible. On est plutôt sur l'emprisonnement avec un sursis tige. Mais il y a également, ça n'est pas une peine, mais après tout, il y a la simple déclaration de culpabilité, mais avec dispense de peine, considérant que le prévenu serait en voie de réinsertion. Ça ne semble pas être la tendance non plus. Donc, je crois deviner qu'on est sur un sursis tige. Alors, de quelle durée? On peut aller jusqu'à... Est-ce que tout le monde a bien compris que le sursis tige veut dire qu'il ne va pas en prison, hein? Oui, il ne va pas en prison, mais il est être sûr. obligé, dans le cadre du sursis, d'effectuer un travail d'intérêt général qui sera donc défini par le juge de l'application des peines. Alors, quelle durée? Voilà le problème. 105. Pourquoi 105? Oui. Alors, attention, il faut distinguer la peine d'emprisonnement et la durée du tige. On n'a pas trop le temps d'entrer dans les détails. On ne va peut-être pas préciser la durée du tige, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est la peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on est plutôt sur... il n'y a pas d'emprisonnement chiffré dans l'élection du procureur de la République. 18 mois, 2 ans J'attends que le tribunal révolutionnaire crie une peine, là. Alors, est-ce que 2 ans? Est-ce que 2 ans? 2 ans. Levez la main ceux qui sont pour 2 ans. Vous voyez, pas très nombreux. Un an d'emprisonnement? Plutôt. Ah, c'est très partagé. Hein. 6 mois d'emprisonnement? Non, là je vois mal la tendance. Là. Attendez, laissez-moi essayer. 10 ans? On tente la peine de mort ou pas? Est-ce qu'on peut aller au-delà de 2 ans? Non. Un sursis au-delà de 2 ans, 3 ans par exemple, ça n'a plus tellement de signification. Est-ce que 3 ans, ça vous... 3 ans sursis, tige? Non. On est plutôt sur 2 ans. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le travail d'occasion. Oui, c'est le tige qui vous intéresse. Hein. On est plutôt sur un 2 ans sursis tige. Alors, je n'ai plus en tête le nombre maximum d'heures. Est-ce que c'est toujours 240 il faudrait un code. Mais enfin, est-ce que vous êtes pour le maximum du temps? Oui, là, j'entends une tendance. Est-ce que vous souhaitez le maximum du temps possible? Oui. Et vous avez une idée de l'endroit? Parce que c'est important. Où on lui fait balayer l'emplacement de Paupérus, mais dont j'ai compris qu'il était juste à côté. Oui. C'est quand même un quartier central. Oui. Ou bien il va plus loin, au-delà de la barrière de Clichy. Oui. C'est ça. En fait, visiblement, il va dans des endroits vraiment dégradés. Et il balaye comme best. D'accord. Cayenne. Donc, on sent une tendance dure. On l'exprimera comme cela. Il reste la constitution de partie civile. Alors, il y a une peine d'amende. Il y a une peine d'amende possible, tout à fait. Maximum pour l'État. Qui est pour le maximum de l'amende, 500 000 €. Alors, je reprends le texte pour ne pas... J'espère que tout le monde dans la salle paye l'impôt. Hein. Sur ça, c'est injuste. C'est 500 000 €. Hein. Amende maximum, 500 000 €. Il ne sera pas venu pour rien. En ce qui concerne la constitution de partie civile, alors là, nous sommes tenus par les demandes. Vous savez, c'est le principe de l'ultra petita. On ne peut pas aller au-delà de ce que demande la partie civile, qui est assez modeste. Alors, est-ce qu'elle est recevable? Bonne question. Est-ce que vous pensez qu'il est directement, qu'il subit un préjudice direct? Qui est pour la recevabilité de la constitution de partie civile? Je ne vois pas beaucoup de mains. Qui est pour l'irrecevabilité, considérant que c'est une infraction d'intérêt général? On va dire les choses comme ça. Donc PC irrecevable. La partie est irrecevable. Je me résume. Coupable des 2 délits,
2 ans d'emprisonnement sursitige avec le maximum du temps de travail à prévoir et une amende maximum de 500 000 € partie civile irrecevable. Nous sommes d'accord? Nous allons demander donc aux parties de nous rejoindre. Voulez-vous appeler le ministère public et les avocats, s'il vous plaît? Oui. On pourra leur demander. J'ai l'impression de savoir s'ils ont déjà fait partie d'une cour d'assises. Sinon, je vais voter pour le tribunal criminel. Alors, où sont le procureur et les avocats? Alors, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare le prévenu, M. Azac, coupable des 2 délits qui lui sont reprochés, le délit de fraude fiscale, d'une part, l'infraction au Code de la sécurité sociale, d'autre part, et en répression, le condamne à une peine de 2 années d'emprisonnement assortie d'un sursis comportant un travail d'intérêt général, qui sera fixé au maximum du quantum prévu par la loi, ainsi qu'à une amende de 500 000 €, ce qui est le maximum de l'amende prévue par le Code général des impôts. Et le tribunal déclare par ailleurs on paiera, c'est pas grave. La constitution de partie civile de M. Popérus irrecevable, considérant qu'il n'a pas subi un préjudice direct et personnel dans la commission de ces infractions. Et on n'aura pas balayé devant le boulevard Saint-Germain parce que le Pierre-Yves Gauthier habite là, donc c'est pour ça. Alors, j'ai rappelé dans le délibéré à tous les juges présents dans la salle que nous n'avions pas... C'était plutôt après le périph'. Voilà, que nous n'avions pas à fixer nous-mêmes les modalités du TICH, c'est le juge de l'application des peines qui le fera, mais la tendance forte était tout de même à faire en sorte que votre client balaie au-delà du périphérique, dans une zone complètement ignorée d'ailleurs de Pierre-Yves Gauthier. Et plus précisément, sans trahir le secret du délibéré, le tribunal avait quand même une nette préférence pour Cayenne. Et la peine de mort. Pas tout à fait. Là, je crois que vous niez l'indulgence dont le tribunal a fait preuve. Pas d'autres commentaires. L'audience est levée. Nous vous remercions.